Je vous remercie tous de vous être joints à nous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de discuter avec Acharya Prashant. L'Université de Berkeley est connue pour l'importance qu'elle accorde à la liberté d'expression. En tant que seule organisation de conférenciers centrée sur l'Inde à l'UC Berkeley, nous souhaitons, par le biais de conversations avec ces éminents conférenciers, favoriser une meilleure compréhension et appréciation de la culture dynamique de l'Inde et de ses contributions sociétales sur la scène mondiale. Acharya Prashantji est un exégète de la Vedanta, philosophe et réformateur social, chroniqueur et auteur à succès national, et il est reconnu comme le leader spirituel le plus suivi au monde, avec plus de 55 millions d'abonnés sur YouTube. Il est diplômé de l'IIT Delhi et de l'IIM Ahmedabad. Bonjour, je suis Padma Jai, je suis étudiante en master à UC Berkeley. Je suis vraiment ravie de cette conversation. Les choses peuvent mal tourner à tout moment. Nous parlons d'entrepreneuriat. Les matinées ne se terminent jamais vraiment. Vous vous présentez, puis vous vous présentez encore, puis vous vous présentez encore, et vous réalisez qu'il est minuit et vous devez encore vous présenter pour quelque chose. C'est donc une question de cœur. En tant que jeune, demandez-vous si vous avez 40 ans pour travailler. Qu'est-ce que je peux? Me présenter tous les jours? Comment faites-vous, vous savez, pour trouver votre propre but? C'est tellement simple qu'on passe à côté. Demandez-vous, qu'est-ce que je considère comme important dans le monde aujourd'hui? Nous sommes équipés de notre éducation et de notre intelligence. Nous trouvons le bon défi avec lequel nous engager. Il n'y a aucun moyen d'échouer. Si vous ne cessez jamais d'essayer. Namaste Acharya-ji. Aujourd'hui, nous avons une session spéciale avec des étudiants de l'Université de Californie à Berkeley. Ils souhaitaient avoir une interaction avec vous depuis un certain temps. En ce moment, nous avons des milliers d'étudiants, de professeurs, ainsi que d'autres participants qui ont rejoint la session. Je suis Padma Jai, je suis étudiante en master d'études globales ici à UC Berkeley, actuellement en 2e année. Je suis Acharya-ji depuis un certain temps déjà. Je suis vraiment ravie de cette conversation. Ma première question pour vous, Acharya-ji, est la suivante. Vos enseignements ont mis l'accent sur la rationalité et la praticité, ce qui a profondément influencé ma manière d'aborder ma vie et mes décisions. Alors que je vais bientôt être diplômée de Berkeley, dans environ 3 mois, je réfléchis au chemin à suivre. À bien des égards, l'entrepreneuriat semble être une réponse qui pourrait potentiellement être la carrière que je choisirai à l'avenir. Cependant, cela ressemble à un immense saut dans l'inconnu. C'est indéniablement risqué, et malgré ma volonté de m'appuyer sur la logique et la raison, je me retrouve souvent à devoir faire confiance à quelque chose qui dépasse la simple analyse. Selon vous, comment une personne qui s'efforce d'atteindre de grands rêves incertains, comme créer une entreprise, peut-elle équilibrer le besoin de décision rationnelle avec la foi nécessaire pour accomplir de tels sauts audacieux? Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un équilibre. Pour commencer, il faut une certitude. Et les certitudes ne sont pas équilibrées. Lorsque vous parlez d'un équilibre, vous parlez de probabilité. Dans le monde extérieur, les choses sont évidemment probabilistes. Les résultats ne sont pas sous votre contrôle. Mais dans le monde intérieur, il peut y avoir une certitude, et c'est de là qu'il faut partir. N'est-ce pas? Qu'il s'agisse de l'entrepreneuriat ou de toute autre activité digne d'intérêt que l'on souhaite entreprendre dans la vie. C'est donc de là que l'on part. On sait que ce dans quoi on s'engage vaut la peine d'être fait. C'est quelque chose auquel on peut se consacrer, indépendamment de ce qui en résulte. C'est ce genre de certitude. Et vient ensuite la partie planification rationnelle et prise de décision. Je suis engagé dans quelque chose qui mérite d'être fait. Et ensuite, j'applique mon intellect. Tous les savoirs accumulés et mes compétences que j'ai acquises au cours de mon MBA ou d'autres programmes. Et je propose un plan, une feuille de route qui envisage l'avenir. Il est évident qu'il n'y a pas de certitude. Il y a des scénarios, et tous les scénarios sont probabilistes. Vous les examinez et vous voulez évidemment maximiser la probabilité de votre succès.
le succès en termes de chiffres, de réalisations, d'événements inattendus et d'autres choses de ce genre. Mais ce ne sont que des probabilités. Les choses peuvent tourner mal à tout moment. Ce qui vous soutiendra alors, c'est la certitude fondamentale dont vous êtes parti. Et cette est la foi. S'engager dans ce qui est juste, sans trop se soucier du résultat. Être sûr que l'effort et le processus lui-même en valent la peine. Même si rien, ou très peu de choses tangibles en résultent. C'est cela la foi. Si vous voulez que tout soit bien planifié et gravé dans la pierre, il n'y a pas besoin de foi, mais il n'y a pas non plus d'excitation. Et d'une certaine manière, la nature du bon travail, de la bonne entreprise est toujours telle que l'on ne peut, qu'on ne peut jamais être sûr du résultat. La raison en est que ce n'est jamais la voie battue quand il s'agit de la bonne entreprise. Vous pouvez être sûr de certaines choses lorsque, par exemple, vous entrez dans un secteur. Vous pouvez alors les données des startups des 10 dernières années dans ce segment particulier. Et vous pouvez dire qu'il semble y avoir un taux de réussite de 48,4%. Pour cela, vous avez besoin d'autres personnes qui ont emprunté la même voie. Mais vous ne faites que suivre la piste. Mais ce n'est pas vraiment la nature du bon travail. Lorsque vous vous lancerez dans quelque chose qui en vaut vraiment la peine, vous vous apercevrez peut-être que vous êtes probablement le premier à aller dans cette direction ou que très peu sont allés dans cette direction. Vous n'aurez donc pas de données avec lesquelles vous comparez ou les bons paramètres sur lesquels fonder vos projections. Alors vous devrez simplement dire « Eh bien, nous ne savons pas et ce qui va nous arriver demain ». Mais ce qui est certain, c'est que l'effort et le voyage en valent la peine. Et cela n'exclut en rien la rationalité. Cela inclut tout ce que vous avez appris dans votre université. Cela inclut l'application de votre QI. Cela inclut la rencontre avec des experts. Cela inclut l'analyse de l'industrie. Tout ce qui peut être fait. Mais avant tout, il s'agit de partir du bon endroit. Vous partez du bon endroit et vous laissez l'intellect être l'outil pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Ou s'il n'y a pas de fin particulière en vue, laissez l'intellect être l'outil pour vous aider à naviguer sur le chemin que vous avez choisi, même si ce chemin n'a pas de destination précise. Donc, ce dont je parle n'est en aucun cas mystique ou irrationnel. Cela implique l'application de toute la rationalité que vous pouvez invoquer. Mais la rationalité n'est pas le point de départ, parce qu'en vous-même, vous et moi et chacun de nous sommes des personnes à la recherche d'un but. Un but est l'accomplissement. Maintenant, l'accomplissement n'a pas de réponse rationnelle. C'est comme l'amour. La rationalité y occupe une place secondaire. Nous ne disons pas qu'il faut être irrationnel dans ce domaine, mais cela vient plus tard. Donc, en tant que jeune personne qui commence dans la vie, vous devez vous demander « J'ai 40 ans de travail devant moi. Dans quoi voudrais-je investir cette unique et précieuse vie que j'ai ?» Il ne s'agit pas d'imiter les autres ou de chercher où se trouvent les plus grandes chances de succès financier. Ce n'est pas que ces calculs ne doivent pas être faits. Je le répète encore et encore, ces calculs doivent évidemment être faits. Mais ils viennent plus tard. Le premier dialogue est avec soi-même.
J'ai une longue vie à vivre et j'ai 40 ans pour travailler. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours? Vous devrez vous présenter chaque matin, n'est-ce pas? Et si vous parlez d'entrepreneuriat? Les matins ne se terminent jamais vraiment. Vous vous présentez, puis vous vous présentez encore et encore. Et vous vous rendez compte qu'il est minuit. Et vous devez encore vous présenter pour quelque chose. C'est donc une question de cœur. Et il faut être très clair à ce sujet. Vous voyez, j'ai vu beaucoup de start-up. Mes camarades de promotion et d'autres. Et j'ai été le mentor de quelques-unes d'entre elles, en fait. Nous parlons souvent du taux de réussite lamentable des start-up. Mais nous ne faisons pas de recherche plus approfondie et nous ne cherchons pas à savoir d'où exactement est venue la décision de fermer les portes. Cela ne vient généralement pas d'un plan d'affaires fondamentalement défectueux. Vous êtes tous des personnes intelligentes. De même, en Inde, nous avons des personnes intelligentes qui élaborent de très bons plans d'affaires. C'est juste que l'ensemble de ce plan est conçu dans le but d'un résultat financier. Ce stade, les gens veulent lancer une introduction en bourse, IPO, et ensuite faire leur sortie et profiter des fruits de leur intelligence. Ainsi, les gens n'abandonnent pas. Parce que le succès n'est pas au rendez-vous. Les gens démissionnent. Et parce que leurs attentes financières ne sont pas vraiment satisfaites. Ils constatent que les chiffres qu'ils visaient peuvent nécessiter 3 fois plus d'efforts et plus de temps pour être atteints. Et alors, si vous avez réellement votre conviction et votre cœur investi dans cela, alors vous chercherez différentes solutions. Vous direz que vous n'allez pas abandonner. Vous direz, si cela ne fonctionne pas de cette manière, je vais essayer de cette façon, je vais essayer de cette autre manière, je vais encore essayer autrement, parce qu'abandonner n'est pas une option. Mais abandonner est une option très très tentante. Lorsque vous voulez accumuler des richesses dès la 4e année. Et c'est la raison pour laquelle certaines très bonnes idées et des projets réalisables sont menés à une fermeture rapide et inopportune. Si ces personnes avaient persisté, probablement, elles seraient arrivées quelque part. Peut-être pas l'endroit qu'ils visaient, mais un autre endroit décent. Il n'y a donc pas eu de conviction dans le projet lui-même. L'œil était très concentré sur l'utilisation du projet pour atteindre un objectif précis dans les plus brefs délais. Et c'est cela qui entraîne ce que l'on appelle l'échec, la fermeture et toutes ces choses. Il n'y a aucun moyen d'échouer si vous n'arrêtez jamais d'essayer. L'échec, dans quelque chose comme une start-up, c'est seulement quand vous décidez que vous avez échoué. Si vous dites que je n'ai pas encore échoué, je vais réessayer. Mais lorsque vous avez déjà créé une structure de coûts énorme, alors vous voulez également des revenus proportionnels. Parce que les revenus étaient de toute façon toujours destinés à couvrir les coûts. Et une grande partie de ce coût n'est que fantaisie personnelle. Maintenant, j'ai collecté des fonds pour pouvoir les dépenser de telle ou telle manière, des bureaux somptueux, des dépenses personnelles, bien d'autres choses encore. Et maintenant que cette structure de coûts existe, elle exige un niveau particulier de revenus. Et si cela ne semble pas en vue, on dit que je raccroche les bottes. Il ne faut pas que cela arrive.
Tout d'abord, ce dialogue interne doit être très clair. Ensuite, on ne peut vraiment pas échouer. Acharyaji, concernant le dialogue interne que vous mentionnez, souvent, lorsque nous avons ce premier dialogue interne avec nous-mêmes, il y a beaucoup de doutes sur nous-mêmes qui l'accompagnent. Parce que lorsque vous commencez, surtout lorsque vous êtes jeune, vous n'êtes pas trop sûr de vous en tant qu'individu. Comment naviguer à travers cela? Dans ce processus? Vous voyez, ce doute de soi se manifeste généralement dans le contexte des autres. C'est ce que nous appelons le doute de soi. Mais il a moins à voir avec le soi qu'avec les autres. Les autres empruntent-ils les mêmes sentiers battus? Que vont penser les autres de moi? Comment cela se compare-t-il à toutes les études de cas dans lesquelles j'ai investi mes nuits? Cela ne ressemble à aucune d'entre elles. Il s'agit donc de l'influence des autres qui obscurcit votre vision. Je ne dis pas que ces études de cas, les principes de gestion et l'analyse financière ne sont pas utiles. Ils le sont évidemment, mais ils doivent être mis de côté lorsqu'il s'agit de déterminer le but de la vie d'un jeune. Mettez tout cela de côté. Nous reprendrons cela quand nous aurons besoin d'utiliser les outils pour naviguer sur le chemin. Non, ce sont des outils. Ils ne peuvent pas être nos maîtres. Ce sont des outils. Un expert en gestion a peut-être donné une théorie fabuleuse. C'est bien. Merci beaucoup, monsieur. Mais j'ai ma propre vie à vivre. Je vais utiliser votre théorie. Je ne laisserai pas votre théorie m'utiliser. Ainsi, la chose sera la mienne et ses aspects opérationnels. Je suis heureux d'apprendre de n'importe où. D'accord? Les opérations, je peux les apprendre. Les stratégies, je peux les apprendre. Mais l'objectif, je ne vais pas le choisir n'importe où. L'objectif sera entièrement le mien. C'est de là que vient cette assurance en soi. La prochaine fois que vous douterez de vous-même, demandez-vous si c'est moi ou si ce sont les autres. Nous avons besoin d'être beaux et intelligents. Et si vous voulez lever des fonds, vous présenterez vos idées et un joli PPT. Et vous aurez ces vieux messieurs gris assis devant vous. Et ils disent, vous savez, 48 entreprises réussies. Nous avons vu notre vie et cette jeune femme est venue et elle est avec une idée très excentrique. Et ils se regardent en souriant. Et cela vous enlève toute confiance en vous. Que cela n'arrive pas. D'accord? Laissons-les avoir leur sagesse, leur expérience, tout, et nous voulons utiliser cela. Nous voulons utiliser votre expérience et vos fonds. Mais l'objectif sera le mien. L'objectif sera le mien. Acharyaji, encore une chose sur le fait que vous avez parlé de la bonne voie à suivre et, vous savez, de trouver son propre but. Surtout à un jeune âge, il est très difficile pour les gens de savoir quel est leur but. Comme vous l'avez dit, ils sont très influencés par ce que font les gens autour d'eux. Je voulais donc vous demander comment vous vous y prenez pour trouver votre propre but, et plus particulièrement concernant l'aspect de l'abandon. Je veux dire, nous parlons toujours du fait qu'il faut savoir le bon moment pour arrêter, ne pas se laisser obnubiler par une idée pendant longtemps, et comme vous l'avez suggéré, n'abandonnez pas, continuez aussi longtemps que vous le pouvez. Je voulais donc comprendre la dynamique de cette contradiction. Oui, c'est merveilleux. Tout d'abord, comment déterminer l'objectif? C'est en réalité tellement simple que nous passons à côté. Disons que vous ne devez pas déterminer votre but pour un but. En ce moment, vous voulez déterminer votre but pour pouvoir le traduire en une idée d'entreprise. Maintenant, vous serez coincé. Même en déterminant votre but, soyez un peu sans but. Comment? Posez-vous la question suivante. Si je n'étais pas, on n'envisageait pas d'entreprendre, d'être entrepreneur à ce stade. Qu'est-ce que je considère important dans le monde d'aujourd'hui? Une liste freewheeling. Une liste sans but.
Je ne sais pas ce que je ferai de cette liste. Je ne suis pas encore en mesure de juger que tous les éléments de la liste sont en fait des idées commerciales très difficiles à mettre en œuvre. Je n'en suis pas encore là. Je regarde mon État, l'État de mon peuple, cette planète, comme un extraterrestre. Quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans quoi que ce soit, de façon très impersonnelle, de façon neutre, de manière très dépassionnée. Je regarde tout et je dis, voici la liste et ce n'est pas difficile du tout, s'il s'agissait d'un devoir dans un cours. Vous le feriez en 30 minutes chrono. Ou si vous ne pouvez pas le faire par vous-même, demandez simplement à ChatGPT. Qu'est-ce que c'est qui mérite d'être pris en compte dans le monde aujourd'hui? Si je ne devais pas considérer la difficulté de rendre l'entreprise rentable, nous examinerons cette difficulté plus tard, non? Nous sommes équipés de notre éducation, de notre intelligence et de toutes ces choses. Nous aborderons cela plus tard. Tout d'abord, laissez-moi déterminer le bon défi avec lequel m'engager. Et ce n'est pas difficile. C'est une question de connaissance générale. Voilà donc les choses que je dois aborder. Nous n'adoptons pas cette approche parce que nous avons déjà, Evans, un point de départ et ce point est le suivant. Dans combien de temps serai-je rentable? Le problème, c'est qu'il s'agit d'un centre partagé. C'est un centre que tout le monde porte. Ce qui signifie essentiellement que les calculs qui vous occupent tant sont les calculs que l'on trouve sur les calculatrices, les feuilles Excel ou les logiciels de base de tout le monde. Tout le monde s'y met. Cela semble donc facile, cela répétable. Cela semble sûr. Mais si tout le monde fait cela, vous connaissez le terme crowding out, n'est-ce pas? Vous savez aussi que même s'il y a une grande opportunité, elle ne durera pas longtemps. Dans le langage de la finance, on parle d'arbitrage. Oh, l'arbitrage est quelque chose dont vous ne pouvez profiter que pendant une seconde ou un jour. Il s'agit d'un type de profit tout à fait normal. Car s'il existe, tout le monde se précipitera dessus. Et comme tout le monde se précipiterait, personne ne l'obtiendrait. Le gâteau serait divisé en tant de portions. Tout ce que vous obtiendriez, ce serait peut-être quelques molécules. Et lorsqu'il s'agit de la voie inconnue, évidemment, lorsque vous ferez les calculs, vous vous apercevrez que cela ne semble pas réalisable. Mais rappelez-vous que vous bénéficierez du fait que vous tracez un nouveau territoire. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Que vous n'avez pas besoin de vous comparer aux géants établis. D'une certaine manière, vous planifiez un monopole. Un monopole très difficile, je comprends. Mais ce n'est pas facile, l'autre côté non plus. Les diplômés, des gens intelligents, tous, je ne pense pas avoir besoin de trop parler de comment le faire. Comment le faire ou comment faire? Vous êtes bien plus intelligent que je ne le suis ou que je ne l'étais. Le problème est souvent dans le point de départ lui-même. Le lieu d'où vous partez. Si cela peut être réglé. Oui. Monsieur, une autre question sur le but. Je m'appelle Isha. Je suis en majeure de sciences des données et de politique publique à Berkeley.
Et j'ai vraiment du mal avec cette idée de but et l'équilibre entre obtenir un emploi. Mon père me dit souvent, il me dit toujours, une fois que vous avez terminé vos études de premier cycle, trouvez un emploi. Et puis pendant quelques années, 10, 20 ans, et alors vous aurez l'argent pour faire ce que vous voulez de votre vie, votre but. Mais cela semble être comme si j'attendais que cela se produise. Il semble que je doive avoir de l'argent et du pouvoir pour pouvoir le faire. Et au moment où je serai capable de l'utiliser, à ce moment-là, il sera trop tard, car j'aurai déjà manqué mon apogée pour accomplir mon but et réaliser les choses que je veux réellement accomplir. Et c'est un peu difficile, parce que je comprends et j'apprécie vraiment vos paroles et que nous devrions travailler vers quelque chose et faire les choses qui nous intéressent. Mais c'est vraiment difficile de gérer cela quand tout le monde autour de vous travaille aussi et gagne de l'argent, et ils ont plus de pouvoir que vous à cause de cela. Et comment avoir une part dans l'impact si vous ne jouez pas sur le même terrain et ne jouez pas ce même jeu? Vous voyez, nous manquons du principe. 2. Sois dynamique. Si vous décidez que vous allez travailler aujourd'hui pour les 10, 20 prochaines années et qu'ensuite, ayant amassé assez de richesses, vous allez ensuite vous diriger vers votre but, vous supposez que le soi qui pense à ces choses intelligentes aujourd'hui resterait le même après 20 ans. D'accord? Disons que vous avez 25 ou 30 ans. Votre moi est-il le centre de votre identité aujourd'hui? Est-il le même qu'il y a 10 ans? Alors pourquoi pensez-vous que 20 ans plus tard, vous seriez la même fille, la même femme? Ce dans quoi vous vous engagez vous change totalement. Le moi n'est pas une chose. Le moi est très vulnérable à l'environnement. Il ne cesse de changer. Par conséquent, il faut être prudent quant aux alentours, à la compagnie, à l'environnement que l'on se donne. La plupart du temps, cela reste des chimères. Je me lance dans quelque chose. Je voulais être écrivain. Je voulais écrire quelque chose et je le ferai une fois à la retraite. Et je prendrai ma retraite avec tellement d'argent que je m'achèterai une île. Une île entière pour moi. Et ce sera l'endroit idéal et tranquille pour écrire un roman. Cela n'arrivera jamais. Oh, ce sont les pensées d'un jeune de 25 ans. Ces pensées ne dureront même pas un an. Parce que vous changez tout le temps. Et vous ne changez pas au hasard. Vous avez le choix de la manière dont vous changez. Une fois que vous entrez dans un lieu, disons un lieu de travail, ce n'est pas seulement votre solde bancaire qui va changer. Votre propre soi va changer. Et nous n'en tenons pas compte. Nous pensons que nous entrons dans ce lieu, dans cette entreprise, dans cette organisation. Et nous connaissons notre objectif. Nous sommes ici pour acquérir de l'expérience et obtenir quelques points sur notre CV, gagner de l'argent. Et puis je partirai et je ferai autre chose. L'interaction est bidirectionnelle. Tout comme vous avez votre agenda par rapport à cette entreprise va également exercer une influence réciproque sur vous. Vous ne serez pas la même personne 6 mois après votre entrée en fonction. Mais nous pensons que nous sommes intelligents et que nous ferons ce que nous voulons. Et que c'est notre terrain de jeu. Non, non, non. C'est une rue à double sens. Donc, Comment faisons-nous, désolé? Comment savons-nous lequel? Parce que si notre esprit change constamment, comment savoir quel but nous ressentons actuellement pour agir sans risquer de se lancer dans quelque chose qui ne fonctionne pas? Et comment équilibrer cette pensée rationnelle avec l'exploration? Comme nous en parlions à propos de l'entrepreneuriat. il doit sûrement y avoir des cours optionnels dans votre université, n'est-ce pas? Vous les prenez. Oui. Nous les choisissons pour plusieurs raisons. Du moins, c'est ce qui se passait à mon époque. La plupart du temps, nous nous disons, vous savez, c'est ce qui serait bien sur le CV. Et on le prend.
Demandez-vous si le choix de la formation n'avait aucune importance sur le CV. Quel cours choisiriez-vous? Et cela vous indiquera votre penchant. Et dans des établissements comme le vôtre, vous disposez d'une grande diversité d'options. Vous pouvez choisir des cours de littérature, d'art, d'histoire, de la communication, de la stratégie, tout ce qu'il y a sous le soleil. J'espère que j'ai raison, n'est-ce pas? C'est comme ça chez vous, non? C'est ce que nous avions l'habitude d'admirer. Les meilleures institutions américaines quand je faisais mon MBA. La gamme d'options que nous avions était beaucoup plus restreinte que le vôtre. Alors, demandez-vous, voici l'ensemble du panier. S'il n'y avait eu aucune pression de quelque nature que ce soit, qu'est-ce que j'aurais mis en avant? Et c'est probablement là que votre cœur bat. Et c'est très important. Je ne suis pas ici pour vous donner, je le répète, une sorte de conférence mystique impratique. Je suis pour l'application de tout ce que vous avez appris et vous devez être très adroit, très intelligent. Avec les principes de gestion, les applications, les outils, tout. Mais cela vient plus tard. Cela vient plus tard. Le succès est moins déterminé par votre compétence dans un domaine de spécialisation que par votre engagement dans votre conviction. Vous devez savoir des choses avec certitude, des choses intérieures. Les choses extérieures, on ne peut jamais en être trop sûr. Vous devez savoir les choses avec autant de certitude que possible. Et ensuite, il faut s'y engager. Et ensuite, tous ces outils vous seront utiles. Vous pourrez alors dire « Je suis habilité à mettre en œuvre ma vision ». Ces choses sont là pour vous donner les moyens d'agir. Elles ne sont pas là. Par ces choses, j'entends l'éducation, les cours, le réseautage. Toutes ces choses sont là pour vous donner le pouvoir de faire ce que vous devez faire. Ces choses ne sont pas là pour vous dicter ce que vous devez faire. Et c'est là une différence essentielle. Merci pour votre réponse, monsieur. Aussi une autre chose, donnez-moi une minute. Vous avez dit, quand tout le monde autour de vous réussit si bien et gagne de l'argent et amasse des richesses, comment alors rester fidèle à ce que l'on avait décidé? Si vous faites vraiment ce qu'il faut, cela vous absorberait tellement que vous n'aurez pas le temps de regarder les autres. Pendant de longues années, vous pourriez vous rendre compte que vous ne vous intéressez pas à ce que font les autres parce que ce que vous faites, c'est votre propre bébé. Absorber, exiger chaque parcelle de votre temps, de votre personne, de votre énergie. En fait, vous pourriez découvrir et que laisse. Autres, au contraire, vous faites une sorte de travail de surveillance. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ne répond-elle pas au groupe? Qu'a-t-elle trouvé exactement? Et parfois, vous pourriez recevoir des appels demandant « Alors, combien gagnez-vous » Et vous souririez devant l'entière irrélevance de la question. Irrélevante, non pas parce que vous ne gagnez rien, mais parce que cela ne devrait jamais être la première question à poser à quelqu'un, ni la question centrale. Ce n'est pas de la fiction. Je suis passé par là. Je viens de là. Et puis, si par hasard vous réussissez matériellement aussi, par hasard, parce que ce n'est pas votre première priorité. Si par hasard vous réussissez matériellement aussi, toutes ces personnes dont l'opinion vous préoccupe tant aujourd'hui, vous pourriez les voir faire la queue pour venir vous rencontrer. Car vous êtes doublement en avance sur eux. Vous êtes toujours en avance sur eux parce que vous êtes parti du bon endroit. Et vous n'êtes pas doublement en avance parce que non seulement vous êtes parti du bon endroit, mais aussi parce que vous avez atteint la réussite matérielle. Et ils marcheront les uns sur les autres pour venir vous voir, vous parler et vous demander, vous savez, comment cela se passe? Qu'avez-vous fait pendant toutes ces années? Où étiez-vous?
Pouvons-nous reproduire votre modèle? Merci, monsieur, pour votre réponse. Je pense qu'elle était très instructive, surtout en tant que jeune personne. Il est parfois difficile d'entendre cela, mais j'aime qu'il y ait de l'espoir.